Bonjour les curieux et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous faire une petite annonce. J'ai enfin réussi à me sortir du chômage et par conséquent je vais tenter quand même de garder ce rythme d'une vidéo par semaine. Cependant, je ne vais rien pouvoir vous garantir. Toutefois, si je n'y arrive pas, je vous invite à cliquer sur la cloche à côté de l'icône abonner afin de recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Aujourd'hui, nous allons voir le développement du lanceur R7 Semi-Orca. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Le travail sur la puissante fusée R7 est né des cendres de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés victorieux se sont précipités en Allemagne à la recherche des fameuses armes miracles qu'avait terrorisé l'Angleterre. Comme vous le savez déjà, si vous suivez cette playlist, la fusée allemande la plus impressionnante en 1945 était le V2, un missile balistique à propulsion liquide, plus gros et plus puissant que tout ce qui avait été construit jusqu'alors. Comme pour les États-Unis, la principale motivation des efforts soviétiques pour obtenir ces fusées allemandes était de prendre une avance stratégique dans l'impasse militaire imminente entre les deux superpuissances nouvellement créées. Mais dans l'esprit de quelques-uns, des deux côtés du rideau de fer, une vieille idée de lune artificielle autour de la Terre est soudain passée d'un concept théorique abstrait à une tâche potentiellement pratique. En 1945, il avait même été imaginé un projet de vaisseau habité piloté par un V2. Des documents récemment déclassifiés révèlent que les chefs au sein de l'industrie aéronautique soviétique avaient pris ce plan suffisamment au sérieux pour l'envoyer directement au bureau de Joseph Staline en juin 1946. Avec la mort de Staline en 1953, une atmosphère de suspicion et de paranoïa se leva lentement de tous les horizons de l'URSS. Cependant, après un court flirt avec les vols spatiaux, les dirigeants militaires soviétiques se concentrèrent sur les capacités destructrices du V2. En fait, au début des années 1950, toute discussion concernant un satellite ou une exploration spatiale à l'intérieur des centres de recherche de missiles soviétiques pouvait même vous causer de graves problèmes. Alors, pourquoi me direz-vous ? Tous les rêves spatiaux furent considérés comme subversifs, détournant de l'attention de l'objectif principal qui était les missiles militaires. En mai 1954, pour pallier à ce problème, Sergueï Korolev, qui dirigeait les équipes soviétiques de l'ICBM, donc l'ICBM c'est les missiles intercontinentaux militaires russes, envoyait une lettre au gouvernement soviétique préconisant le lancement d'un satellite. Pour donner au Kremlin une réelle incitation à endosser le programme, il utilisa d'un truc assez standard. Il leur dit tout simplement qu'il fallait le faire rapidement car les Américains y travaillaient déjà. Un an plus tard, Korolev devait aller de l'avant avec le développement du satellite, soulignant ainsi l'importance militaire potentielle de disposer de cette nouvelle technologie. Avec l'aide du satellite, il sera possible de recevoir des données importantes nécessaires au développement futur de la science et la technologie militaire. Il sera possible de procéder à une photoreconnaissance de la surface terrestre, a-t-il décrit en août 1955 à Khrouchtchev. Dans ce même rapport, Korolev informait également Khrouchtchev que les scientifiques américains, Wernher von Braun par exemple, le père du V2, construisaient une fusée de 7000 tonnes, soit 25 fois plus que la R7, ce qui était une information complètement fausse. Quoi qu'il en soit, lorsque le décret officiel top secret autorisant le premier satellite scientifique soviétique fut finalement publié le 30 janvier 1956, il a également été possible de commencer à travailler sur un satellite de suivi plus sophistiqué, qui satisferait aux exigences du ministère de la Défense. La mission clé du nouveau vaisseau spatial serait la photographie de la surface de la Terre. En d'autres termes, c'était un satellite espion. Entre-temps, après plusieurs années d'efforts, l'équipe de Korolev achève les préparatifs pour le lancement du puissant missile R7. Si le V2 était un pas de géant par rapport aux fusées amateurs des années 30, le R7 était un départ encore plus significatif, même devant les modèles soviétiques ultérieurs qui portaient de nombreuses marques de naissance de leurs prédécesseurs allemands. Outre un saut de taille monumental, le R7 présentait pour la première fois un système de propulsion à multimoteurs et multi-étages. Au lieu d'une seule chambre de combustion,
le R7 disposait de 20 chambres principales et de 8 propulseurs de direction, qu'on appelle des moteurs verniers, sur ses 4 boosters du premier étage et d'un seul booster du deuxième étage. Les moteurs eux-mêmes représentaient un départ révolutionnaire de la technologie V2. Pour la première fois, ils brûlaient du kérosène beaucoup plus puissant que l'alcool utilisé précédemment. Fini les gouvernes de direction placées sous la buse du moteur, qui guidaient la fusée en faisant dévier les flammes d'échappement dans une certaine direction au détriment d'une poussée plus importante. Et mieux encore, pour l'architecture du missile, le R7 comportait des réservoirs porteurs, qui servaient de carrosserie au véhicule plutôt que des réservoirs internes pour le propégole enroulé à l'intérieur du corps, comme à l'époque du V2. Ce changement à lui seul a permis de faire des économies de masse énormes. Avec toutes les améliorations apportées à la conception et à la mise à l'échelle, la portée du vol du R7 augmenta jusqu'à atteindre une distance intercontinentale, contre les 330 km du V2. Le R7 finit par paraître surdimensionné, même à côté de ses contemporains américains comme les missiles balistiques Atlas et Titan, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Enfin, le 4 octobre 1957, date qui, selon une anecdote racontée par un cosmonaute soviétique, n'était pas censée être la date du premier lancement, celui-ci et ses collègues avaient vu une promo pour un journal américain intitulé « Le satellite au-dessus de la planète », qui devait être présenté le 5 octobre à l'Assemblée de la Fédération internationale d'astronautique à Barcelone. Craignant que le journal ait été programmé pour coïncider avec un vrai lancement orbital américain, ce qui ne fut pas le cas, Korolev a pris la situation au sérieux et a ordonné d'avancer le tir de l'espace soviétique au 4 octobre en annulant plein d'essais au sol non essentiels. Plusieurs documents soviétiques récemment déclassifiés, dont certains datent du 28 septembre 1957, citent toute une date prévue du lancement de Sputnik 1 à la mi-octobre, donc il semblerait que ce soit vrai. Selon des souvenirs d'un autre cosmonaute soviétique, Alexandre Alexandrov, le 2 octobre, Korolev a envoyé à Moscou une demande d'autorisation de tirer la fusée le 4 octobre, et avant même d'entendre une réponse, il avait ordonné le déploiement de la fusée le lendemain. Chose que personne vit, l'un des 4 boosters du lanceur Sputnik eut des soucis lors du vol, ayant du retard pour sa pleine poussée. Heureusement, les ingénieurs eurent connaissance du problème uniquement lorsqu'ils reparcourirent les données de télémétrie après le lancement triomphant. Le matin du 5 octobre, le journal Pravda, porte-parole de l'URSS, a publié une petite annonce en première page sur le lancement du premier satellite. Le lendemain, ils ont dû suivre la presse mondiale en réinscrivant cette annonce-là, mais en première page avec un titre beaucoup plus important. Les lanceurs Semyorka furent dérivés en de multiples versions. Le R7 Semyorka, premier missile intercontinental, Sputnik PS, première fusée porteuse du monde qui lança Sputnik 1 et Sputnik 2, Luna qui lança les premières sondes lunaires, R7A Semyorka, le Vostok L, le Molnia, le Vostok K qui envoya le premier homme en orbite, Vostok 2, le Pilot, le Voskhod, Molnia M, Vostok 2M, Soyouz, Soyouz B et les versions du Soyouz V, R, L, M, U, U2, FG, 2-1A, 2-1B et pour finir le 2-1V. Oui, ça fait beaucoup. Et les 4 derniers volent toujours. Et c'est ainsi que cet épisode va se terminer. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. L'épisode prochain portera sur le même lanceur, mais on se concentrera sur les moteurs, comme j'ai fait précédemment. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.